Chapitre 97. Pendant que l'on transportait le corps de Lord Byron de Missolonghi en Angleterre, le mouvement littéraire de la France allait son train, et messieurs Liadière et Lemercier, s'accrochant de leur mieux à Shakespeare et à Rowe, faisaient jouer chacun une Jane Shore, monsieur Liadière à l'Odéon, monsieur Lemercier au Théâtre Français, monsieur Lemercier le 1er avril et monsieur Liadière le 2. La pièce de monsieur Liadière réussit à peu près. Celle de monsieur Lemercier tomba, malgré Talma, qui jouait deux rôles, celui de Gloucester et celui d'un mendiant. Talma avait été merveilleux dans cet ouvrage plus que médiocre. Il hasardait une grande chose à cette époque. Lui, Talma, l'homme de la forme, de l'élégance, de la poésie, de l'âme et de la diction, il jouait Gloucester, c'est-à-dire un bossu et un manchot. La façon dont il fit passer son épaule droite plus haute que la gauche et son bras paralysé fut un miracle d'adresse. La scène d'accusation fut un miracle de talent. Mais rien ne pouvait soutenir une pareille misère. Il est cependant bien temps que l'on remette à leur place toutes ces réputations usurpées, toutes ces gloires de coterie, tous ces académiciens de cabale et d'escobarderie. L'auteur d'Agamemnon et de Pinto, eh bien oui, l'auteur d'Agamemnon et de Pinto ne méritait pas le quart de la réputation qu'on lui a faite. Agamemnon est une pièce froide, médiocre, pauvre de poésie, pauvre de rime, pauvre de style, qui ne va pas à la cheville de l'Orestie d'Échille. Pinto est un drame de l'école de Beaumarchais, la pire école du drame que je connaisse, et l'œuvre serait morte de sa belle mort au bout de 8 ou 10 représentations, si la censure impériale n'avait pas fait la bêtise de vouloir l'étrangler. La persécution fit à Pinto une espèce de renommée, mais qu'on essaye de jouer tout cela aujourd'hui, et l'on verra la valeur réelle de cette copie d'Échille de Sénèque et de cette prétendue création originale. Et cependant ce sont là les deux chefs-d'œuvre de leur auteur. Mais les autres tragédies, les autres drames, les autres poèmes qui sont tombés, écrasés sous les sifflets, sous les rires, sous les huées, essayez de les lire. Essayez de lire Méléagre, essayez de lire Lovelace, essayez de lire le Lévite d'Éphraïm. Puis, quand vous aurez jeté de côté ces 3 premiers ouvrages de l'auteur, quand vous vous serez reposé longuement, quand vous aurez repris haleine à votre aise, remettez-vous à la besogne et essayez de lire Office, Plaute ou la Comédie latine, Baudouin, Christophe Colomb, Charlemagne, Saint-Louis, La démence de Charles VI, Frédégonde et Brunehaut, puis quoi encore? Attendez, on se perd sur le champ de bataille où ceux qui tombent non pas même blessés, mais rois de mort. Puis Camille, puis le masque de pois, puis Quinca, puis la pan-hypocrisiade, après la médiocrité, la folie, après le galimatia simple, le galimatia double. Et encore, si tout meurtri de ses échecs, tout disloqué de ses chutes, monsieur Lemercier s'était tenu tranquille dans son fauteuil du palais Mazarin, comme font ses collègues, monsieur Drault, monsieur Briffaut, monsieur Lebrun, essayant celui-ci de faire oublier ce qu'il a écrit dans un petit volume sur le bonheur, celui-là qu'il a commis une tragédie de Ninus II, le 3e qu'il a raté le site d'Andalousie et estropié la Marie-Stuart de Schiller. Il n'y aurait rien à dire, et on le laisserait dormir aussi tranquillement dans son tombeau que les spectateurs eussent dormi à la représentation de ses œuvres, si les sifflets n'eussent pas été inventés. Mais point, monsieur Lemercier criait au sacrilège, au mauvais goût, au scandale, en voyant se produire le mouvement littéraire de 1829. Monsieur Lemercier signait des pétitions au roi pour que l'on empêchât la représentation d'Henri III et de Marion Delorme. Monsieur Lemercier se mettait en travers de la porte de l'Académie quand Lamartine et Hugo voulaient y entrer. Monsieur Lemercier poussait l'archevêque de Paris contre l'un, inventait monsieur Flourens pour écarter l'autre, retrouvait ses jambes pour courir quêter des voix contre eux, sa main droite pour pousser les verrous. Dieu merci, j'ai peu connu ce méchant petit homme et n'ai jamais rien eu pour mon compte à démêler avec lui, n'ayant jamais rien eu à démêler avec l'Académie. Mais comme il faut que quelqu'un commence à donner l'exemple des justices rendues, je réclame la priorité.
Le jour où M. Flourens fut nommé à l'exclusion d'Hugo, je traversais le foyer du Théâtre-Français. On jouait je ne sais quelle pièce nouvelle. Monsieur Le Mercier continuait là, contre l'auteur de Notre-Dame de Paris, de Marion le Dorme et des Orientales, l'opposition qu'il avait silencieusement faite dans la journée de l'Académie. J'écoutais un instant sa diatribe, puis, secouant la tête, « Monsieur Le Mercier, lui dis-je, vous avez refusé votre voix à Victor Hugo, mais il y a une chose que vous serez obligé de lui donner, un jour ou l'autre, c'est votre place. Prenez garde qu'en échange du mal que vous dites ici de lui, il soit obligé de dire du bien de vous à l'Académie. » Et l'événement arriva comme je l'avais prédit. Ce n'était pas un éloge facile à faire que celui de Le Mercier. Hugo s'en tira en parlant de l'époque au lieu de parler de l'homme, en parlant de l'empereur au lieu de parler du poète. « Avez-vous lu mon discours » me demanda Hugo le lendemain du jour où il l'avait prononcé. « Oui. » « Eh bien, qu'en dites-vous ? » « Je dis que vous avez bien plus l'air de succéder à Bonaparte, membre de l'Institut, qu'à Monsieur Le Mercier, membre de l'Académie. Parbleu, j'aurais bien voulu vous voir à ma place. Comment vous en seriez-vous tiré ? Comme Racan, en disant que ma grande levrette blanche avait mangé mon discours. On sait que Racan se présenta un jour à l'Académie avec les bribes d'un discours qu'il comptait lire. « Messieurs, dit-il, j'avais un discours fort beau et qui n'eût pas manqué de réunir tous les suffrages, mais ce matin, ma grande levrette blanche l'a mangé. Je vous en rapporte les restes, tâchez de vous y reconnaître si vous pouvez. » De même que la Jane Shore de Le Mercier avait été faite en vue de Talma, de même la Jane Shore de M. Liadière avait été faite en vue de Mademoiselle Georges. Ce fut du reste le premier essai de Mademoiselle Georges dans le drame shakespearien. Elle préludait à Christine et à Lucrèce Borgia. C'était l'époque des imitations. Personne ne se sentait la force d'inventer. On allait chercher du nouveau de l'autre côté de la frontière. On entrait au théâtre appuyé sur Rowe ou sur Schiller. Si on réussissait, on mettait tranquillement l'auteur allemand ou l'auteur anglais à la porte. Si l'on tombait, on tombait sur lui, c'était plus doux. Après la Jane Shore de M. Liadière, l'Odéon donna la Fiesque de M. Ancelot. M. Ancelot était un puriste. Il n'avait point pensé que le Fiesque de Schiller pût être représenté avec tous les personnages de la pièce allemande. Aussi avait-il proprement et classiquement supprimé le mort. Comprenez-vous, Fiesque sans le mort, la cheville ouvrière du drame, sans le mort pour lequel Schiller a fait son Fiesque à Louis. Mais quand y aura-t-il donc une loi qui permettra de traduire, mais qui défendra de mutiler ? Les Italiens n'ont pas une loi pour les traducteurs, mais ils ont un proverbe, aussi court qu'expressif, aussi concis que vrai, traduttore traditore. Au reste, l'envahissement romantique, timide encore au théâtre et dans la littérature, se présentait hardiment au combat dans les autres branches de l'art. En histoire, M. Thiers publiait sa Révolution française et Botta son Histoire d'Italie. M. de Barante mettait au jour son excellente chronique des ducs de Bourgogne, ouvrage plein de science et de coloris qui, cette fois par hasard, ouvrit à juste titre les portes de l'Académie à son auteur. Mais c'était surtout en peinture que la lutte était remarquable. À David Mort et à Giraudet qui venait de mourir succédaient Schaeffer, Delacroix, Cigalon, Schnetz, Coignet, Boulanger et Géricault. Toute cette pléiade d'artistes jeunes et hardis illuminait le salon de 1824. Schaeffer, avec sa mort de Gaston de Foix, un des premiers tableaux, un peu miroitant de couleurs, mais où se détache d'une façon si remarquable la figure du guerrier agenouillé à la tête de Gaston, Schaeffer, le peintre-poète, le meilleur traducteur de Goethe que je connaisse, Schaeffer qui a fait revivre tout un monde de personnages allemands, depuis Mignon jusqu'au roi de Thulé, depuis Faust jusqu'à Marguerite, Schaeffer qui, d'après Dante, a écrit avec le pinceau cette grande et belle page de Françoise de Rimini, devant laquelle ont échoué tous les poètes grammatiques, Schaeffer qui avait trouvé du temps pour être de toutes les conspirations avec d'Hermoncourt, avec Caron, avec Lafayette, et pour donner à la France un des premiers peintres qu'elle ait eu. Delacroix, avec son massacre de Chillot,
autour duquel se groupaient pour discuter les peintres de tous les partis. Delacroix qui en peinture, comme Hugo en littérature, ne devait avoir que des fanatiques aveugles ou des détracteurs obstinés. Delacroix qui était déjà connu pour son Dante traversant le Styx et qui devait toute sa vie conserver ce privilège, rare pour un artiste, de réveiller à chaque œuvre nouvelle les haines et les admirations. Delacroix, homme d'esprit, de science et d'imagination, qui n'a qu'un travers, celui de vouloir obstinément être le collègue de M. Picot et de M. Abel de Pujol, et qui, par bonheur, nous l'espérons, ne le sera pas. Cigallon, rue des puissantes natures méridionales, qui apparaissait avec sa locuste faisant sur un esclave l'essai de ses poisons. Ce tableau, recommandé à M. Laffitte, avait été acheté par le banquier protecteur sans qu'il le vît probablement, car une fois dans son salon, le tableau effraya les courtiers de la banque et les loups-cerviers de la bourse. Tout le monde se réunit pour demander au futur ministre comment il avait pu faire l'acquisition d'une pareille horreur et pourquoi il n'avait pas acheté plutôt un des petits chefs-d'œuvre de Madame Haudebourg-Lescaut ou de Mademoiselle d'Hervilly. Si bien que M. Laffitte fit venir Cigallon et le pria de reprendre sa locuste qui risquait de faire avorter les dames du haut commerce, le priant de lui donner toute autre chose à sa place. Cigallon reprit sa locuste, mais j'ignore ce qu'il donna en échange. Hélas, Cigallon était encore de ceux qui sont marqués d'avance par une mort prématurée. Envoyé à Rome afin d'y copier le jugement dernier de Michel-Ange, il n'eut que le temps de léguer à la France cette page immense, d'étendre ses bras vers la patrie et de mourir. Schnetz, de son côté, exposait 3 tableaux au salon de 1824. 2 grandes toiles qui pouvaient aussi bien être de tout le monde que de lui, et un de ces tableaux de genre où il est inimitable. Ce tableau de genre était un Sixte-Quint enfant, auquel une bohémienne avait prédit qu'il serait pape. On sait avec quelle vérité Schnetz réunit, dans un cadre de 6 pieds de haut sur 4 de large, une vieille sorcière, un pâtre et une jeune fille romaine. Le Sixte-Quint était un chef-d'œuvre. Le massacre des innocents de Coignet, placé en face de la porte, saisissait en entrant. Une femme accroupie, échevelée par une longue course, la terreur dans les yeux, la pâleur sur le visage, se cachait, ou plutôt cachait son enfant dans l'angle d'une muraille, tandis qu'au loin s'exécutait le carnage. C'était une belle œuvre, dont, après 25 ans, je revois encore tous les détails, bien pensée, bien exécutée, bien peinte. Boulanger avait emprunté le sujet de son tableau à l'illustre poète qui venait de mourir. Mazeppa, surpris, était lié sur un cheval fougueux qui devait l'emporter déchiré, mourant, évanoui, dans ces nouvelles contrées où une royauté l'attendait au réveil. La lutte que tentait, en roidissant tous ses membres, ce corps jeune et vigoureux, contre les bourreaux qui l'attachaient sur le cheval sauvage, offrait un merveilleux contraste, non seulement d'anatomie, ce qui serait bien quelque chose déjà, mais encore de douleur physique et morale que faisait ressortir la puissante impassabilité des exécuteurs. Enfin, on parlait de Géricault, absent presque autant que de tous ceux qui étaient présents. C'était qu'en effet, l'école nouvelle, qui attendait un chef, sentait que ce chef était en lui. Et cependant, Géricault n'avait encore guère fait que des études. Il venait d'achever le hussard et le cuirassier que le musée a racheté dernièrement à la succession du roi Louis-Philippe, et il était en train de finir sa Méduse. Pauvre Géricault, lui aussi, sa Méduse achevée, il devait mourir et mourir douloureusement. 8 jours avant sa mort, je le vis. Comment avais-je connu Géricault, comme j'ai connu Béranger et Manuel? Dans mes dîners hebdomadaires chez M. Arnaud, j'avais bien souvent rencontré le colonel Brault, bon et brave soldat, à qui tout souvenir de l'armée était cher et qui m'avait pris en amitié par ça seulement que j'étais le fils d'un général de la Révolution. Il va sans dire que Brault faisait de l'opposition au gouvernement bourbonien.
Brault avait une maison rue des Martyrs numéro 23, et dans cette maison logeaient, selon leurs fortunes diverses, Manuel, le député expulsé de la Chambre, Béranger, le poète, et Géricault. Un jour qu'on avait parlé de Géricault qui s'en allait mourant, Brault me dit « Venez donc voir son tableau de la Méduse et le voir lui-même, afin que, s'il meurt, vous ayez vu au moins un des plus grands peintres qui ait jamais existé. » Je n'eus garde de refuser, comme on comprend bien. Rendez-vous fut pris pour le lendemain. De quoi mourait Géricault ? Écoutez, et voyez combien parfois l'homme a un signe fatal gravé à côté de son nom. Géricault possédait quelque fortune, 12 000 livres de rente. Géricault aimait les chevaux, qu'il peignait si bien. Un jour, au moment de monter à cheval, il aperçoit que la boucle de ceinture de son pantalon manque. Il lie les deux pattes et part au galop. Son cheval le jette à terre. Il tombe sur le nœud et le nœud froisse 2 vertèbres de l'épine dorsale. Une maladie dont Géricault était en train de se traiter en ce moment vient faire de cette contusion une plaie. Et Géricault, l'espérance de tout un siècle, meurt d'une carie des vertèbres, c'est-à-dire d'une des maladies les plus longues et les plus douloureuses qu'il y ait. Quand nous entrâmes chez lui, il était occupé à dessiner sa main gauche avec sa main droite. « Que diable faites-vous donc là, Géricault ?» lui demanda le colonel. « Vous le voyez, mon cher, dit le mourant, je m'utilise. Jamais ma main droite ne trouvera une étude d'anatomie pareille à celle que lui offre ma main gauche, et l'égoïste en profite. » En effet, Géricault était arrivé à un tel degré de maigreur qu'à travers sa peau on voyait les os et les muscles de sa main, comme on les voit sur ces plâtres décorchés que l'on donne pour modèle aux élèves. « Eh bien, mon cher ami, lui demanda Brault, comment avez-vous supporté l'opération d'hier ? » « Oh, très bien, c'était très curieux. Imaginez-vous que ces bourreaux-là m'ont charcuté pendant 10 minutes. »« Vous avez dû souffrir horriblement ? » « Pas trop, je pensais à autre chose. »« À quoi pensiez-vous ? » ?»« À un tableau. »« Comment cela ? » ?»« C'est bien simple. J'avais fait tourner la tête de mon lit en face de la glace, de sorte que, pendant qu'il travaillait sur mes reins, je les regardais faire en me soulevant sur mes coudes. Ah, si j'en reviens, je vous réponds que je ferai un fier pendant à l'étude d'anatomie d'André Vézal. Cependant, mon étude d'anatomie à moi sera faite sur un homme vivant. C'était la même scène qui devait 2 ans plus tard donner Talma dans son bain à Adolphe et à moi. Brault demanda au malade la permission de me montrer sa méduse. « Faites, dit Géricault, vous êtes chez vous. » Et il continua de dessiner sa main. Je restai longtemps en face de ce merveilleux tableau, quoique je fusse bien loin à cette époque, ignorant en art comme je l'étais, de l'estimer à sa juste valeur. En sortant, je marchais sur l'envers d'une toile, je ramassai cette toile, et la regardant à l'endroit, j'aperçus une merveilleuse tête d'ange déchu. Je la donnai à Brault. « Voyez donc, lui dis-je, voici ce que je trouve sous mon pied. » Brault revint au malade. « Ah ça, êtes-vous fou, mon cher, lui dit-il, de laisser traîner de pareilles choses ? »« Ah, savez-vous ce que c'est que cette tête ? » demanda Géricault en riant. « Non. »« Eh bien, mon cher, c'est le fils de votre portier. Il est entré l'autre jour dans mon atelier, et j'ai été étonné du parti qu'on pouvait tirer de sa tête. Je l'ai fait asseoir, et en 10 minutes, j'ai fait cette étude d'après lui. La voulez-vous ? Prenez-la. »« Mais si c'est une étude, vous l'avez faite dans un but. » »« Oui, dans le but d'étudier. »« Elle peut vous être utile un jour. »« Un jour, mon cher Brault, c'est bien loin. Et d'ici là, il passera beaucoup d'eau sous le pont et beaucoup de morts par la porte du cimetière Montmartre. »« Eh bien, fit Brault. Bon, prenez-la toujours, mon ami, dit Géricault. Si j'en ai jamais besoin, je la retrouverai chez vous. » Puis il nous fit de la tête un signe d'adieu et nous sortîmes. Brault emporta sa tête d'ange. 8 jours après, Géricault était mort, et de Dreux d'Orcy, l'ami intime de Géricault, son exécuteur testamentaire, vantait à grand-peine 6 000 francs à l'administration des Beaux-Arts, la Méduse, cette toile aujourd'hui l'une des plus précieuses du musée.
Encore le gouvernement ne l'achetait-il que pour en faire couper 5 ou 6 têtes dont il comptait faire des têtes d'études pour les élèves. De Dreux d'Orcy obtint heureusement que ce sacrilège restât à l'état de projet. Je m'aperçois que je n'ai parlé ni d'Horace Vernet, ni de M. Ingres, ni de M. de La Roche. Mais chacun de ces 3 hommes que nous venons de nommer mérite bien qu'on s'en occupe séparément. Chacun d'eux aura donc son tour. En attendant, un dernier mot sur Lord Byron. Le 5 juillet, le corps du noble lord arrivait de Missolonghi à Londres. Il était dans un cercueil percé de trous nombreux et trempant dans un tonneau rempli d'esprit de vin. En débarquant, le capitaine de la Florida, sur lequel le cadavre avait fait la traversée, voulut faire jeter le liquide à la mer. Mais, une fois mort, Lord Byron avait des admirateurs, même en son pays, et ces admirateurs demandèrent au capitaine que l'esprit de vin dans lequel avait été conservé Lord Byron leur fût livré, moyennant 1 louis la pinte. Le marché fut accepté par le capitaine, qui tira ainsi de chaque pinte de liqueur le prix que le poète, dit-on, tirait de chacun de ses vers. Le surlendemain de l'arrivée du corps, on procéda à l'autopsie. Les médecins, qui doivent absolument reconnaître quelque chose, reconnurent que Lord Byron était mort pour avoir refusé de se laisser saigner. Lord Byron fut exposé, mais on ne fut admis à le voir qu'avec des billets de son exécuteur testamentaire. Et cependant, malgré cette précaution, la foule était si grande qu'il fallut, pour maintenir l'ordre, requérir la force armée. L'esprit de vin avait assez bien conservé la chair et le poète était encore reconnaissable. Ses mains surtout étaient demeurées belles et presque vivantes. Ses mains dont il prenait un si grand soin, ce sublime maniaque, qu'il portait des gants même pour nager. Ses beaux cheveux, dont il était si fier, étaient devenus presque gris, quoiqu'il n'eût que 37 ans. C'est que chaque cheveu du poète qui blanchit peut raconter une douleur. Il avait été un instant question, c'était la clameur publique qui demandait cela, d'enterrer Lord Byron à Westminster. Mais on craignit quelque refus de l'autorité et la famille déclara que le cadavre, autour duquel se continuaient les bruits de la vie, serait enterré dans la sépulture de ses aïeux à Newstead Abbey. Le 12, dès le point du jour, une foule immense encombrait les rues par lesquelles le convoi devait passer. Le colonel Lay, beau-frère du mort, était à la tête du deuil. Dans 6 voitures de suite venaient les membres les plus fameux de l'opposition, messieurs Hobhouse, Douglas, Skinner, Sir Francis Burdett, O'Meara, le chirurgien de l'empereur. Puis suivaient dans leur voiture particulière le duc de Sussex, frère du roi, le marquis de Lansdowne, le comte Grey, Lord Halland, etc. 2 députés grecs fermaient la marche. À Hampstead Road, le convoi prit le trot, il devait passer la nuit à Walwyn et repartir le lendemain mardi de bonne heure pour arriver le soir à Higham Ferrer, le mercredi à Ockham, le jeudi à Nottingham et le vendredi à Newstead Abbey. Ce programme fut ponctuellement suivi et le vendredi 17 août, le corps fut déposé dans la sépulture des ancêtres. Byron, exilé par sa femme, chassé par sa famille, repoussé par ses contemporains, avait enfin le droit de rentrer en triomphe dans sa patrie et sa maison. Il était mort. Et cependant, il eût pu lui arriver ce qui arriva au cadavre de Sheridan, du pauvre Sheridan qui buvait tant de rhum, d'eau de vie et d'absinthe, que Lord Byron lui dit un jour dans une orgie « Sheridan, Sheridan, tu boiras tant d'alcool que tu brûleras jusqu'au gilet de flanelle que tu portes sur ta poitrine. » La prophétie s'était réalisée. Sheridan avait tant bu que son gilet de flanelle avait été brûlé. Sheridan était mort en laissant chez lui toute vie de bouteilles et poches. Cela n'empêchait pas que la meilleure société de Londres ne fût réunie dans ce domicile où tout était saisi pour lui rendre les derniers devoirs. Des amis qui la veille ne lui eussent peut-être pas prêté 10 guinées lui faisaient des funérailles royales.
On allait soulever le cercueil pour le mettre dans le corbillard, quand un monsieur, vêtu de noir de la tête aux pieds et qui paraissait fort attristé, entra dans le salon où se trouvait ce qu'il y avait de mieux dans les 3 royaumes, et s'avançant vers le cercueil, demanda, par grâce singulière, qu'il lui fût permis de fixer une dernière fois encore ses regards sur les traits de son malheureux ami. D'abord on refusa, mais les instances furent si vives, la voix si émue, les sanglots étouffaient si tristement cette voix, que l'on ne crut rien pouvoir refuser à une pareille douleur. On dévissa le dessus du cercueil, et le corps de Sheridan fut mis à découvert. Mais alors, l'expression du visage du monsieur vêtu de noir changea complètement. Il tira de sa poche un mandat de prise de corps et saisit le cadavre. C'était un record. M. Canning et Lord Sidmouth sortirent alors avec l'homme au mandat et payèrent la lettre de change. Elle était de 12 500 francs.